Notre invité ce soir, Georges Mayer, président de l'association Convoi 77. Bonsoir Monsieur Mayer, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez lancé ce projet de Convoi 77 en 2014. C'est un projet qui est organisé par les descendants de déportés de ce Convoi 77. Alors, pour revenir sur l'histoire de ce convoi, 1306 hommes, femmes et enfants ont quitté Drancy le 31 juillet 1944. Ils quittent Drancy pour Auschwitz dans des wagons à bestiaux. C'est le dernier grand convoi qui quitte la France à la fin de la guerre. Un convoi particulier composé de beaucoup d'enfants et de 32 nationalités différentes. C'est d'ailleurs ce qui vous amène, Georges Mayer, à initier ce projet dans 32 pays différents et notamment, on va en parler, en Afrique du Nord. Alors, qu'est-ce qu'il a d'innovant, votre projet, justement? Alors écoutez, ce projet est un projet un peu particulier puisque son objectif est en fait d'enseigner autrement, de transmettre autrement l'histoire de la Shoah aux adolescents nés au XXIe siècle. Et pourquoi en fait? Parce que dans des pays comme la France, mais aussi l'Allemagne et un grand nombre de pays européens, on enseigne la Shoah à l'école depuis plus de 30 ans, mais chose assez étonnante, on constate aujourd'hui, et pas uniquement en France, que dans ces pays européens où l'enseignement de la Shoah est obligatoire depuis de nombreuses années, près de 30% des jeunes de 18 à 35 ans disent ne jamais avoir entendu parler de la Shoah à l'école. Ce qui est quand même assez paradoxal, puisque par exemple en France, l'enseignement de la Shoah se retrouve dans au minimum 3 classes. C'est-à-dire, il y a d'abord un enseignement de base à l'école primaire, ensuite un enseignement en 3e dans le cadre du programme, et jusqu'à présent c'était en première, mais depuis la réforme qu'a introduit le ministre de l'Éducation il y a de cela un peu moins de 2 ans, c'est en terminale. Donc, 3 occasions d'entendre parler de la Shoah à l'école, et malgré cela, un nombre important de jeunes entre 18 et 25 ans, c'est un chiffre assez effarant. Alors, vous dites enseigner, vous dites approcher les jeunes élèves, les jeunes étudiants sur le sujet de la Shoah d'une façon différente. Ça veut dire quoi différemment? Quelle est votre approche? Alors, notre est une approche différente, mais très très simple. Plutôt que de parler de 6 millions de juifs disparus, exterminés pendant la Shoah, nous proposons à des adolescents qui vivent aujourd'hui dans les villes ou les villages où était né un déporté particulier du Convoi 77, de prendre les informations dont nous disposons, qui sont au départ quelquefois des informations très très élémentaires, c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance. Quelquefois nous n'avons pas plus d'informations que cela, et de tenter de rassembler des informations et d'écrire la biographie d'une personne particulière. Donc plutôt que de parler d'énormes quantités qui n'expriment strictement rien pour les jeunes, et pas plus d'ailleurs que pour les adultes, nous nous concentrons sur l'histoire spécifique d'une personne qui a vécu dans la ville ou dans le village où vivent aujourd'hui ces jeunes adolescents, que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays. Et ceci a de nombreux avantages, puisque d'abord, il s'agit d'un véritable travail de recherche historique, qui est quelque chose de très très intéressant, que les jeunes vont réaliser généralement l'ensemble d'une classe pendant une année scolaire entière, et surtout, c'est quelque chose qui va leur parler, parce qu'il s'agit de faire une recherche, non pas dans l'absolu, mais dans la ville où ils vivent aujourd'hui, qu'ils connaissent bien, et ils vont donc faire des recherches. Dans leur quartier, dans les rues qu'ils arpentent. Alors ça veut dire quoi, par exemple? Est-ce que ça les amène à aller dans des camps de concentration, d'extermination ou autre? Est-ce que ça les amène à aller interroger les habitants de leur quartier? Qu'est-ce que ça les amène à faire sur le terrain?
Alors ça peut les amener à faire beaucoup de choses et tout cela dépend bien entendu de leur propre initiative et de l'initiative de leurs enseignants. Mais bien évidemment, ils vont être confrontés à des documents d'archives que nous leur fournissons d'ailleurs. Nous avons pendant plus de 2 ans mené un travail préparatoire pour rassembler près de 50 000 documents d'archives concernant personnellement chacun des déportés du convoi 77. Ces documents ont été digitalisés et lorsqu'une classe commence à travailler sur le projet, nous mettons à sa disposition les 30, 20, 40 documents dont nous disposons sur ce déporté particulier. Et donc les enseignants et les élèves vont se confronter à ces documents, vont essayer de les lire, de les comprendre, de les interpréter. Donc c'est une première démarche qui leur permettra d'abord d'avoir une idée de qui étaient ces personnes et de la façon, je dirais, dont ils ont vécu avant leur déportation. Une autre chose importante qui va généralement avoir lieu, c'est que cette classe va se déplacer à l'adresse où la famille ou la personne avait vécu et essayer de trouver, lorsqu'elles existent encore, des traces. Ce pourrait être effectivement retrouver la maison où ils ont vécu, mais quelquefois aussi des témoins, des personnes âgées qui auraient peut-être connu les personnes qui ont disparu. Donc c'est une véritable enquête que ces enfants vont réaliser. Et dans de nombreux cas, le travail s'arrête là, en tout cas le travail de recherche. Ils vont peut-être aussi aller à la mairie consulter les archives de l'époque ainsi que la presse de l'époque. Pour un certain nombre d'entre eux, comme vous le disiez, il y a aussi la possibilité d'aller visiter des lieux de mémoire, par exemple à Paris, le mémorial de la Shoah, mais ça peut être aussi le camp des Milles pour les jeunes qui sont dans la région de Marseille ou la maison d'Isieux, et pour un certain nombre d'entre eux aussi, quelquefois, d'aller visiter des camps de concentration, entre autres le camp d'Auschwitz, où sont arrivés tous ces déportés. Alors c'est plus personnalisé, c'est plus concernant puisqu'ils deviennent acteurs, ces jeunes justement, et enquêteurs eux-mêmes, comme vous l'avez dit. Qu'en est-il des jeunes qui sont dans des quartiers qu'on appellerait défavorisés ou des quartiers difficiles? Est-ce que vous repérez chez eux le même intérêt? Alors, tout à fait. Nous avons, si vous voulez, mené depuis que le projet a été lancé de très nombreux projets. À l'heure actuelle, nous avons réuni plus de 270 biographies qui sont aujourd'hui en ligne sur le site de notre association. Et nous avons à l'heure actuelle plus de 300 projets en cours de réalisation. Donc il y a de nombreux projets réalisés et si l'on regarde ce qui se passe en France, nous travaillons aussi bien en région parisienne que par exemple dans la région de Lyon ou de Marseille, dans des quartiers dits quartiers difficiles, avec des enseignants qui n'ont pas peur d'aborder ce problème et qui l'abordent, je dirais, avec d'autant plus de facilité qu'il s'agit de parler de la Shoah d'une façon tout à fait différente. En fait, les enfants sont les propres acteurs d'un projet particulier. Et tout ce que sont les problèmes que l'on rencontre habituellement, que l'on appelle la concurrence des mémoires, pourquoi on parle de la Shoah et pas, par exemple, de l'esclavage ou autre chose, ce sont des choses qui disparaissent à partir du moment où les enfants vont mener un travail de recherche en classe et ils vont se prendre au jeu et ils vont faire un certain nombre de choses intéressantes. Et dans de très nombreux cas, nous voyons des enfants qui, au départ, peut-être considéraient ce projet comme un projet qui ne les concerne pas, rentrer dans le jeu et faire un travail très très intéressant avec leurs enseignants et l'ensemble de leurs camarades. Mickaël Darmon, je me tourne vers vous, je me tournerai vers Arnaud ensuite pour justement parler de son avis en tant que prof sur la question. Mais Mickaël, cette éducation informelle, elle est très importante aussi dans la transmission de la Shoah. Oui, et tout d'abord, je voudrais réagir sur ce qu'on vient d'entendre à l'instant de la part de notre invité et qui est absolument intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre à quel point l'histoire des mentalités évolue lentement. Je vous raconte cette histoire. En février 2008, Nicolas Sarkozy est donc depuis 1 an président de la République. Il émet lors d'un discours du CRIF cette idée suivante: à partir de l'année prochaine, de la rentrée scolaire prochaine, chaque enfant de CM2 pourra et devra adopter la mémoire d'un enfant déporté
pour pouvoir justement le connaître, apprendre à le connaître et mieux justement comprendre la gravité et la barbarie de cet événement, pour sortir effectivement de cette approche comptable, on va dire, qui parfois ne donne pas vraiment accès au sens. Ça a été une polémique, une controverse incroyable. À l'époque, je suivais la présidence de la République pour France 2. Une controverse terrible qui a mené des historiens, des psychologues, des politiques donc à se lever, un tollé considérable, même de la part des instances communautaires françaises. En juin, le projet a été abandonné. On voit bien qu'effectivement, il y avait là une bonne idée. Peut-être n'était-ce pas le bon moment, peut-être n'était-ce pas le bon niveau de présentation de cette idée, parce qu'on sait très bien que lorsqu'elle émane du pouvoir politique, ça c'est toujours extrêmement sensible. Mais on voit comment, eh bien, on est maintenant en janvier 2022 et on a cet exemple de travail, et d'entendre que justement dans les écoles, dans les quartiers réputés difficiles ou parfois rétifs à cette histoire, il y a des projets qui sont acceptés, eh ben je trouve que c'est une bonne nouvelle. Arnaud, l'émotion, l'appropriation, c'est important pour la transmission. Alors c'est très important, et c'est d'autant plus important avec les nouveaux amis d'Israël. On oublie beaucoup qu'au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans beaucoup d'autres pays qui vont bientôt sans doute reconnaître Israël, la Shoah n'a pas du tout été enseignée, puisque Israël n'était pas reconnu. Et donc, par définition, la Shoah n'était qu'à peine survolée. Et donc, pour le coup, personne ne s'y est vraiment intéressé. Et là, donc, Israël et les instances en charge de la transmission de la mémoire vont se retrouver face à des populations entières qui sont prêtes à les accueillir, mais qui n'ont jamais été sensibilisées. C'est-à-dire qu'on va repartir de zéro. C'est pas 3 fois pendant 3 années scolaires, c'est absolument jamais. Autrement dit, il va falloir faire découvrir ça à des enfants, à des jeunes et même à des adultes qui vivent à l'ère d'Internet, qui vivent à l'ère des réseaux sociaux et qui peut-être cette espèce de storytelling, pardon d'utiliser ce terme qui est sans doute pas adapté, mais c'est pas forcément mal à propos. On va en voir ce qu'on en a fait, les tentatives qui ont été faites en Israël, notamment sur Instagram. Voilà. C'est ça, l'expliquer à travers un storytelling, à travers une appropriation, etc. Ça peut peut-être marcher, ça peut peut-être même beaucoup mieux marcher qu'un programme d'histoire traditionnel qui sera sans nul doute récupéré politiquement, etc. etc. Donc très franchement, ça peut être une excellente idée, surtout dans cette région-là. Une petite anecdote, je suis désolé, qui est très importante, parce que ça, je m'en suis aperçu, la Shoah, je ne l'aborde pas spécialement avec mes étudiants, je m'en suis aperçu l'an dernier à Paris, quand on a visité la synagogue de la Victoire avec plusieurs étudiants saoudiens, et que le rabbin qui nous faisait la visite leur a parlé de la Shoah, leur a parlé des victimes, etc., leur a parlé de cette époque-là. Et je pense que beaucoup d'entre eux se sont aperçus en fait, que la communauté avait été décimée, qu'il n'y avait eu plus personne, que des gens s'étaient fait déporter, s'étaient fait exterminer, etc. Et à la sortie, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais ça a vraiment existé, comment ça s'est passé, etc. Donc oui, effectivement, quand on raconte ça, d'une certaine manière, quand on essaie de l'expliquer, quand on raconte des histoires, ça peut très bien marcher sur un public souvent adulte qui n'en avait jamais entendu parler. Georges Mayer, vous avez déjà entendu ces réflexions? Ça a vraiment existé? Vous l'avez entendu de la part d'élèves ou de moins jeunes? Ah, tout à fait, et on n'a pas besoin d'aller aussi loin que des pays comme les pays du Moyen-Orient ou des pays musulmans. Nous sommes régulièrement confrontés, par exemple, dans un pays comme la Pologne, d'où étaient issus près de 200 déportés du convoi 77, à des réactions d'enfants qui n'ont jamais entendu parler de juifs, qui ne savent pas ce que c'est qu'un juif, qui n'en ont par exemple jamais vu, et qui bien entendu ne connaissent quasiment rien sur ce qui s'est passé dans leur propre pays pendant la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons évidentes encore à l'heure actuelle plus particulièrement, puisque comme vous le savez, le gouvernement polonais qui est actuellement en charge des affaires au pouvoir, a une attitude assez particulière vis-à-vis de la Shoah. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs des gouvernements précédents qui avaient fait un travail très très important
et qui malheureusement a été effacée en quelques années avec le gouvernement qui est en place depuis maintenant de 5 ou 6 ans en Pologne. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour rencontrer cela. C'est vrai aussi quelquefois dans des classes françaises, et c'est la raison pour laquelle lorsque l'on aborde le sujet d'une façon tout à fait différente, sur la base d'une histoire personnelle que l'on raconte et en fait que les enfants découvrent au fur et à mesure, les choses fonctionnent d'une façon tout à fait différente. Je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit Michael Darmon tout à l'heure. L'initiative de Sarkozy était une initiative très intéressante. Personnellement, je l'avais tout à fait comprise lorsqu'elle a été présentée, mais elle avait d'abord elle a été mal présentée vraisemblablement, et ensuite elle avait certainement, je dirais, une difficulté particulière, c'est que l'on mettait d'une certaine façon la responsabilité de l'histoire ou de la prise en considération de l'histoire d'un enfant qui avait disparu dans la Shoah sur des enfants de 7 ou 8 ans. C'était quelque chose que Simone Veil elle-même avait totalement refusé. Elle était à l'époque, je ne sais plus si elle était encore à ce moment-là au gouvernement, mais en tout cas elle avait des fonctions importantes. Elle devait être présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et elle avait très vigoureusement réagi, comme elle sait le faire, à ce qu'avait proposé le président Sarkozy. Non pas que l'idée soit mauvaise, mais vraisemblablement elle était à la fois mal formulée et vraisemblablement elle ne s'adressait pas à la bonne population, puisque parler ou faire prendre la responsabilité de quelque chose qui concerne la Shoah à des enfants de l'école élémentaire, c'est quelque chose de très très lourd. Myriam, en Israël, on essaye aussi de transmettre cette histoire par les moyens qu'on a aujourd'hui. Instagram avec Avastory, ça avait été un biais intéressant pour la présenter, cette histoire. Oui, tout à fait. Moi, je suis obligée d'abord de raconter cette histoire, c'est que moi j'ai grandi en France, dans une école non juive, et je me souviens de cette scène où on parlait de la biographie d'Hitler en cours d'histoire, et où je me suis mise à pleurer. Et une très bonne amie à moi m'a regardée, mais vraiment, je vous parle de 15 ans, hein, adolescente, me dire « Mais Myriam, pourquoi tu pleures ? C'était il y a 50 ans. » Donc pour moi, c'est pas du tout une question de génération, c'était déjà comme ça dans les années 80. C'est-à-dire que le fait que... Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on s'éloigne de... Non, c'était déjà le cas quand nous, on était c'est comme ça. Et effectivement, en Israël aussi, on a le même problème, c'est qu'on est en train de s'éloigner des générations et que les grands-parents ont disparu ou disparaissent. Il y a le projet Zikaron Bassalon qui consiste à faire venir les témoignages directement dans le salon des gens. Il y a aussi cette immense initiative l'année dernière, Avastory, qui était vraiment une façon d'emmener les jeunes dans vraiment le quotidien de ce que peut être une jeune fille. Enfin, moi, pour moi, c'était Anne Frank, le journal d'Anne Frank, et c'est un peu l'équivalent. C'était Anne Frank version 2.0. C'était Anne Frank version les années 2020. Et effectivement, c'est tellement... Je pense que peut-être un peu avec... C'est très très bizarre ce que je veux dire, mais peut-être un peu avec la réalité de la pandémie, il y a certaines jeunes d'un coup qui sont sorties de leur quotidien plutôt léger, plutôt frivole, etc. Et ont commencé à vivre quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais pour accorder ça et une réalité des années 40 tellement hors norme, tellement traumatisante, tellement difficile, c'est effectivement un vrai challenge. Après, la question toujours, c'est en Israël, on est juif, donc on a cette façon très juive de s'emparer de l'histoire et de la codifier, de la faire entrer dans la religion, dans les rituels, etc. On en parlait tout à l'heure. Les fêtes de Pourim, de Pessah, finalement, c'est quoi? Toutes les fêtes juives sont marquées C'est une commémoration d'un ouais. événement historique. C'était les tyrans, les Hitler de l'époque. Et on a réussi à en faire un rituel aujourd'hui. Donc, comment on arrive à faire de la Shoah quelque chose qui à la fois reste vivant et en même temps où on est en train de perdre les traces historiques? Je trouve que du coup, c'est un très beau projet dont on est en train de parler là. Et Georges Mayer, vous le comprenez, ce lien qu'est en train de faire Myriam entre justement ces fêtes juives, comme par exemple la Pâque juive, où on célèbre le fait que Pharaon n'ait pas réussi à exterminer les Juifs, Pourim, où l'on célèbre le fait que ce soit les Perses qui n'y soient pas arrivés, et que d'une certaine façon, on arrive avec, pour reprendre le terme utilisé par Arnaud, ce storytelling propre aux Juifs, cette façon de raconter les histoires, qu'on arrive aussi à raconter l'histoire de la Shoah et à la transmettre.
Tout à fait. Je crois qu'il faut distinguer ce qu'est la transmission de la Shoah en Israël ou dans les communautés juives et ce que peut être la transmission de la Shoah dans des publics non juifs en Europe ou dans d'autres pays. Il est évident que la sensibilité des Israéliens ou des Juifs de diaspora leur permet d'aborder, sans même avoir des connaissances particulières, compte tenu d'éléments de contexte importants, le problème d'une façon tout à fait différente. Mais je suis très sensible à ce que vous dites, et d'ailleurs il y a des démarches en Israël que je connais aussi qui sont très intéressantes, dont l'objectif, dans la poursuite de ce qu'est Zikaron Basalon, donc où les personnes se réunissent aujourd'hui avec des témoins de première ou de deuxième génération pour parler de la Shoah, l'idée d'essayer d'arriver peut-être à une sorte de rituel qui, comme on le fait à Pessah ou comme on le fait à Purim, raconterait d'une certaine façon l'histoire de la Shoah. Alors bien évidemment, un certain nombre de gens en Israël n'acceptent pas cette démarche qui consisterait à introduire dans, je dirais, le rituel juif traditionnel, des choses qui a priori n'ont rien à voir, même si d'autres pensent que c'est quelque chose de très important. Donc il y a une façon particulière d'aborder la Shoah en Israël et dans les communautés juives. Je ne pense pas qu'il soit possible de faire quelque chose d'identique au-delà de ce que nous essayons de faire aujourd'hui, avec des publics qui sont en fait très très loin de cela, qui n'ont aucune connaissance ni de l'histoire, ni même de ce qu'a été l'histoire du peuple juif dans leur propre pays. Ni même parfois de ce qu'est un juif, hein, comme Arnaud le disait. Michael, vous vouliez réagir ? Oui, parce que c'est vrai, ce qui est intéressant en quelques mots vis-à-vis de la manière de transmettre la Shoah, l'histoire de la Shoah en Israël, le point de bascule se fait surtout à partir de la guerre de Kippour, lorsque l'ensemble de la société israélienne a eu vraiment le sentiment, pendant les premiers jours de la guerre, d'être au bord de l'extermination, et ce qui a provoqué un choc de conscience, un examen de conscience vis-à-vis de l'histoire du peuple juif, qui jusqu'à présent n'était pas vraiment considéré, puisqu'on considérait l'histoire du nouveau Sabra hébreu qui avait résisté et qui n'était pas allé dans les camps la tête basse. Et il faut se rappeler qu'effectivement, au tout début de l'histoire d'Israël, les rescapés des camps ne sont pas bien considérés dans la société israélienne, parce qu'ils sont considérés comme n'ayant pas résisté. Et il a fallu encore quelques temps pour que dans l'histoire de la résistance du ghetto de Varsovie soit, comme le dit Arnaud justement, choisi comme narratif pour les élèves, les jeunes élèves israéliens, pour raconter qu'effectivement il y avait eu de la résistance. Ça, c'était la manière de faire correspondre la nouvelle idéologie de l'État hébreu et ce qui s'était passé du côté, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'était pas toujours comprise par les nouveaux, je dirais les Israéliens, les nouveaux Juifs. Et puis, il y a eu aussi le mur du silence, le mur de la souffrance. Il y a la littérature l'a beaucoup raconté, toute une génération qui s'est heurtée au silence des parents, qui ne pouvaient pas transmettre ce qui s'est passé. Ça a été aussi une génération de traumatisés. La deuxième génération élevée dans le silence. Il y a eu beaucoup de livres, de films, de pièces à ce sujet. Et une fois que ces murs ont été brisés, alors on a pu constater une approche pédagogique sur cet événement, je dirais, beaucoup plus libérée. Georges Mayer, une question, parce que moi j'ai toujours été très, très puriste en la matière et j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait bien transmettre qu'en s'étant rendu sur ces lieux où tout s'est passé, dans ces camps d'extermination, dans ces camps de concentration. Est-ce que vous considérez que la case Pologne, la case camp de concentration ou d'extermination, elle est obligatoire aujourd'hui pour bien transmettre, pour bien faire part de cette réalité ? Écoutez, j'ai une opinion en la matière qui est peut-être et certainement encore très minoritaire. Je ne pense pas. Je pense même que quelquefois cela peut être tout à fait contre-productif. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller à Auschwitz pour ressentir ou pour comprendre, malheureusement il n'y a pas grand-chose à comprendre, ce qu'a représenté la Shoah pour le peuple juif. Et je ne pense pas que le fait de faire, c'est d'ailleurs vrai à mon sentiment aussi, pour les jeunes Israéliens,
le fait de faire une croix à côté du voyage en Pologne et de considérer que le travail a été réalisé et que maintenant le fait d'avoir passé une journée ou 2 journées à Auschwitz, de s'être baladé dans les rues de Cracovie avec un drapeau israélien, c'est pas forcément ce qu'il faut. Georges Mayer, je vous interromps, on va marquer une courte pause, on reprend cette discussion dans quelques minutes. Restez avec nous sur i24 News. Ravi de vous retrouver 19h30 à Tel Aviv sur le plateau de nos conversations. Myriam Shermer est avec moi en Israël, Arnaud Lacheret depuis Bahreïn, Michael Darmon à Paris et puis Georges Mayer, président de l'association Convoi 77. Merci à vous d'être avec nous ce soir. On pourrait parler et continuer à parler de la transmission de la Shoah pendant encore longtemps, mais Georges Mayer, le temps nous est court. Je voulais vous poser une question concernant votre actualité de ce jeudi. Ce jeudi sera donc la journée internationale de commémoration de la Shoah, comme tous les 27 janvier, et vous serez au Conseil de l'Europe pour justement présenter votre travail. Juste avant vous va discourir un certain monsieur Blanquer. Comment le projet il est suivi justement par le ministère de l'Éducation en France ? Alors, le ministère de l'Éducation en France accompagne notre projet. Nous sommes allés présenter ce projet à l'époque à la ministre de l'Éducation, qui était Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui a pris ce projet comme un projet expérimental très important pour elle. Et le 27 janvier 2017, nous avons, elle et moi, lancé officiellement ce projet en France. Lorsqu'il y a eu un changement de gouvernement et quand M. Blanquer est devenu ministre de l'Éducation, ses services comme son cabinet ont poursuivi le travail qui a été réalisé et nous travaillons beaucoup avec eux sur la mise en place de ce projet qui est suivi par eux d'une façon tout à fait directe parce qu'ils sont convaincus que la démarche que nous proposons permettra peut-être de changer totalement la vision avec laquelle on enseigne aujourd'hui la Shoah en France. Enseignée par l'action, donc, pour ces 32 nationalités, ces 32 pays différents où vous avez décidé de faire partager cette transmission, notamment l'Afrique du Nord. Alors, vous pouvez nous dire en un mot quel a été votre lien avec certains pays d'Afrique du Nord ? Je pense au Maroc, à l'Algérie, à l'Égypte aussi, où vous avez commencé et démarré ce projet. Oui, alors d'abord, ce qui est très important, c'est de savoir que dans ce convoi, mais aussi dans d'autres, il y avait un nombre important de séfaradim. Dans le convoi 77, près de 200 hommes et femmes étaient nés dans des pays musulmans où étaient Sfaradim. C'était le cas pour tous les juifs de Grèce, entre autres ceux qui étaient nés à Salonique. Et nous accordons une importance très importante à ce qui peut être fait dans les pays musulmans. Nous avons commencé à travailler, nous travaillons actuellement au Maroc où des projets très intéressants ont été réalisés, un petit peu en Tunisie. En Algérie, nous avons commencé grâce au réseau des écoles francophones, mais je ne pense pas qu'on ira très très loin. En Égypte, là aussi, dans des écoles françaises, nous avons fait du travail. Malheureusement, dans un pays comme la Turquie, aujourd'hui, bien que ce soit un pays dans lequel étaient nés plus de 80 déportés du convoi 77, il sera vraisemblablement encore longtemps impossible de faire avancer ce projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Georges Mayer, ce soir pour nous parler de cette transmission. On vous retrouvera le jeudi au cours de nos différentes émissions, puisqu'on suivra bien évidemment toutes ces transmissions, que ce soit au Conseil de l'Europe ou ailleurs, au Bundestag et en Allemagne également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Allez, c'est